Mesdames et messieurs, j'ai donc le plaisir de vous donner une vue d'ensemble des directives en matière de traumatisme. Alors, les conflits d'intérêts, on est obligé de donner des conférences. Parfois, il faut également intervenir auprès des différentes sociétés. Alors, ces directives ont été mises à jour une deuxième fois. Nous avons commencé avec les directives en 2007 et nous devons les mettre à jour tous les 3 ans. Et la prochaine mise à jour aura lieu en 2016. Alors, il s'agit à la base d'un groupe de collègues de tous les pays européens qui ont dit que nous devons apporter des supports pédagogiques à nos médecins, mais nous pensons que nous avons associé les sociétés scientifiques pour mettre en œuvre ces directives. Nous avons 6 sociétés européennes qui nous appuient et nous déléguons au moins un membre pour faire partie de la rédaction des directives. Donc, il s'agit du groupe présidé par M. Spahn et moi-même, et nous avons des différents pays, différents collègues. Alors là, il y a un mot difficile, dit l'intervenant, et ainsi de suite. Et à présent, la directive comporte 6 parties. Nous allons examiner toutes les parties, mis à part l'oxygénation des tissus, les fluides et l'hypothermie, parce que cela a été plus particulièrement couvert par M. Marx et sera couvert par Jacques, donc j'exclus cette partie-là. Comme cela a été dit par l'orateur précédent, il est très important que le traumatisé soit évacué le plus vite possible pour arrêter l'hémorragie. Et nous savons que cet intervalle du moment où le médecin arrive sur la scène de l'accident jusqu'au moment de l'admission aux urgences, il s'agit d'une période de 72 minutes en Allemagne. C'est encore beaucoup trop long, même si nous devons garder en tête que cela est parfois très difficile. Donc, nous devons garder en tête qu'il faut qu'il y ait une période minimum entre le traumatisme et l'admission aux urgences. Deuxième point très important, le diagnostic et le suivi des hémorragies. Il est clair que nous devons garder en tête que ces patients développent une coagulopathie et donc il faut mesurer le PT, la PTT, la fibrinogène et les plaquettes. Maintenant, nous savons. Mais au moins dans notre établissement, cela veut dire qu'il s'agit d'arriver à ces statistiques. Jusqu'à ce que nous ayons ces chiffres, nous avons un laps de temps d'environ 45 à 60 minutes. Et je suis sûr que c'est la même chose dans vos hôpitaux. À présent, nous pouvons utiliser la thrombométrie et la coagulopathie et cela nous permet de constater la coagulation si nous avons, par exemple, une période prolongée. Et cela dit qu'on a en fait un problème. Si on a l'hyperfibrinolyse, cette image-là, il est très clair ce qu'il faut faire. Et je pense que cela est très utile dans la gestion de la coagulation. Et donc, les nouvelles directives disent c'est une bonne recommandation. Alors, je ne vais pas parler de l'oxygénation. Ensuite, en ce qui concerne le contrôle de l'hémorragie, dans nos directives, nous pensons qu'il est très important que nous ayons un contrôle de l'hémorragie dès le départ, car tant qu'il y aura l'hémorragie, vous avez un problème de coagulation, quels sont les meilleurs fluides à donner aux patients à ce stade. Et si on a la discussion
plus tard sur les médicaments, dans quelle dose faut-il les administrer, et donc le contrôle de l'hémorragie pour nous est la partie la plus importante du point de vue chirurgical, et cela aura également une influence sur ce que nous faisons en tant qu'anesthésiste et réanimateur. Je pense donc que pour les hémorragies abdominales, nous devons utiliser le packing, le contrôle direct de l'hémorragie et parfois l'utilisation de procédures hémostatiques locales. Chez certains patients où l'exsanguination est vraiment interne, alors il faut utiliser le cross-clamping. Nous devons garder en tête le clampage total. Si nous avons des hémorragies très fortes, il faut aboutir au blocage du bassin. On peut utiliser les ceintures pelviennes ou les brides en C. Et tout cela marche. Et pour le transport du patient, nous pouvons utiliser certains de ces éléments. Donc, comment faire en ce qui concerne la limitation des dégâts? Devons-nous essayer à faire en sorte que le chirurgien intervienne, qu'il procède à... donc, sur quel groupe de patients faut-il intervenir? Je pense que si un patient traumatisé donne des signes de choc hémorragique, si l'hémorragie se poursuit ou des signes de coagulopathie, c'est toujours une indication qui veut dire qu'il faut intervenir pour limiter les dégâts. Donc le chirurgien doit faire les procédures les plus rapides, utilisant le packing, utilisant les fixateurs externes, afin de réduire au minimum la durée de l'intervention chirurgicale. Donc il y a à présent les recommandations, et c'est une recommandation très forte, même si les indications ne sont pas très favorables. C'est la recommandation 1C que nous devons utiliser la chirurgie pour limiter les lésions dès lors que nous constatons l'hypothermie, la coagulopathie, l'oxydose ou des lésions anatomiques majeures où nous avons besoin d'une longue période pour la procédure finale. Et nous pensons que la gestion chirurgicale primaire définitive doit se faire lorsque le patient est stable sur le plan hémodynamique, en général 2 jours après le traumatisme. Que pouvons-nous faire comme anesthésiste et réanimateur afin de gérer l'hémorragie et la coagulation? Ce que nous devons comprendre, c'est que 25% des patients admis aux urgences montrent des signes de coagulopathie. Donc, ils n'ont pas été traités jusqu'à présent, mais en raison des traumatismes et de ce qui a été fait auparavant, notamment sur le plan des fluides administrés aux patients, 25 de ces patients montrent des signes de coagulopathie. Et ce groupe de patients a 3 ou 4 fois plus, un taux de mortalité 3 ou 4 fois supérieur. Donc il faut garder en tête que la coagulopathie est l'un des plus importants problèmes avec ce groupe de patients. Et l'étude CRASH 2 démontre chez un grand groupe de patients 20 000 personnes randomisées, 10 000 affectés à l'acide tranexamique et les autres au placebo. Et cela prouve clairement que la cause de mortalité a été réduite chez les patients auxquels on administre traités par acide tranexamique. Et rien d'autre n'a été défini pour le traitement. On a simplement dit est-ce qu'on lui donne de l'acide tranexamique ou pas. Et cette étude a été faite également dans de nombreux pays du tiers-monde. Et même là, on pouvait démontrer l'impact favorable. L'hémorragie a été réduite, mais surtout, le taux de mortalité a été réduit. Et je recommande à présent
que l'acide tranexamique soit utilisé chez tous les patients traumatisés qui montrent des signes de coagulopathie ou des signes d'hémorragie importante. Et dans ce groupe de patients, il faut traiter par acide tranexamique dès que possible et si possible dans la première heure et au plus tard 3 heures après le traumatisme. On constate que ces patients traités après les 3 heures après le traumatisme ne bénéficieront pas de cette approche. Et donc il y a des discussions pour savoir si nous devons commencer avant l'arrivée du patient à l'hôpital à lui donner de l'acide tranexamique. C'est discutable, mais en tout cas, on lui donne au niveau 2C. Et ensuite, depuis 2008, nous avons eu de nombreuses publications disant que nous devons utiliser un ratio élevé de plasma avec des cellules, des globules rouges. Et dans ces études, ces observations, ces études rétrospectives, on constate qu'il faut un ratio de 1 à 1. Voici une étude qui apporte l'analyse de tous les patients qui ont été traités entre 4 ou 5 globules rouges. Et dans ce groupe, il y avait 3 ratios différents, un ratio plus faible que 1 pour 1 et un ratio encore plus élevé que 1 pour 1. Et cette étude fait valoir clairement que le groupe auquel on donne un PRBC ratio supérieur à 1 pour 1, la mortalité hospitalière est réduite. Mais encore une fois, ce sont là des études rétrospectives. À présent, nous avons des études qui ne soutiennent pas cette thèse. L'analyse rétrospective de 1788 traumatisés qui ont reçu moins de 10 PRBC dans les premières 24 heures, on a établi pour eux que si on avait un ratio de FFP-PRBC de moins de 1 pour 2, alors les jours passés en réanimation étaient moins élevés que le nombre de jours que les patients où le ratio était supérieur à 1 pour 2. Et les journées sans ventilation plaidaient en faveur d'un ratio plus faible. Par ailleurs, récemment, il y a une étude canadienne qui a été publiée. Cette étude, publiée en 2013, montre clairement une réduction de la mortalité dès lors qu'il y avait un ratio de 1 pour 1 chez les traumatisés. Donc, il faut attendre de nouvelles études prospectives randomisées sur ce thème, mais il faut garder en tête que toutes les études démontrent que si on utilise de nombreux FFP dans nos traumatisés, si nous utilisons plus de 6 unités, alors le ratio indépendant pour le développement de défaillance polyviscérale augmente de manière significative. Donc, il faut être prudent dans nos recommandations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, d'accord, nous recommandons l'administration initiale de plasma, de FFP, mais nous disons aussi qu'on peut également utiliser le fibrinogène chez les traumatisés avec une hémorragie importante. Et nous pensons que si on utilise le plasma, il ne faut pas, selon nous, utiliser un ratio FFP supérieur à 1 pour 2. Donc nous pensons que cela pourrait être un bon ratio, mais nous n'en sommes pas convaincus. Donc la recommandation est relativement faible dans nos recommandations. Et nous pensons que nous devons, dans tous les cas où nous n'avons pas une hémorragie importante, qu'il faut éviter les perfusions de FFP, de plasma. Le fibrinogène, alors nécessaire, certes, pour la coagulation, mais malheureusement, nous ne savons pas le bon niveau de fibrinogène. Et en contraste à nos directives précédentes, nous recommandons un niveau plus élevé de fibrinogène et il faut dire que les indications en faveur de cela sont faibles, mais nous pensons qu'il est nécessaire de faire des recommandations fortes dans ce sens et nous pensons donc
que c'est une bonne valeur, mais il nous manque des études étayant la thèse. Que dire des plaquettes? Lorsque j'ai démarré dans la réanimation, on m'a toujours dit qu'il fallait maintenir un niveau de plaquettes au-delà de 50 000. Maintenant, nous disons, OK, si vous avez un polytraumatisé qui continue à saigner, ou alors vous avez des traumatismes crâniens, il faut augmenter le taux de plaquettes au-dessus de 50 000, et nous avons émis une recommandation dans ce sens. Les indications, comme vous le savez, sont encore faibles. C'est une recommandation de niveau C, mais nous attendons donc des articles de recherche là-dessus. Que dire du PCC? Le PCC il est clair que si vous avez le tamponnage du patient, il faut l'utiliser. Mais à présent, nous avons des études qui montrent qu'on peut utiliser une stratégie de coagulation si vous utilisez la thromboélastométrie sur le plan du fibrinogène et du PCC. Et à présent, nous avons des études qui disent que cela peut être bénéfique pour le patient. Et il y a une étude, une analyse rétrospective où nous allons analyser tous les patients traités avec un taux de plus de 5 de RBC dans les premières 24 heures. On a identifié 131 patients et chez 119, on a utilisé exclusivement le fibrinogène et le complexe prothrombine, et chez 12 patients, on a utilisé également du FFP. Et on peut démontrer, lors de l'analyse, en comparant cela à des scores de sévérité du traumatisme, l'indice TRIS, le taux de mortalité était plus faible que la mortalité attendue avec les différents outils. Cela était vrai pour tous les patients. Et cela a concerné presque la moitié des patients décédés lorsque cela a été utilisé seulement pour les patients ne souffrant pas de traumatisme crânien. Voilà la raison pour laquelle nous disons à présent que cette stratégie de concentration est appliquée. Nous pensons que le PCC doit être administré aux patients en hémorragie. Que dire du facteur 7A, du F7A. Il y a 8 ans, nous pensions que c'était une solution magique et nous avons commencé à étudier. La première étude a démontré que cela a un impact favorable permettant de réduire les décès et ensuite l'essai de contrôler, incluant plus de 1500 patients, a été arrêté après une randomisation de plus de 500 patients et malheureusement le taux de mortalité n'était pas différent dans les deux groupes. Le taux de mortalité était à 11% et selon moi, l'un des problèmes de cette étude était qu'ils n'ont pas mis les bons patients qui n'étaient pas suffisamment traumatisés. Et donc, nous n'avons pas constaté d'impact de ce médicament. Après la publication de cette étude, Lévy a analysé les essais cliniques randomisés avec le RF7A qui a été utilisé comparé au placebo. Et il a clairement démontré que le nombre d'événements thromboliques était augmenté dans le groupe recevant le F7A par rapport aux patients recevant les placebos. Et il a déclaré qu'il faut toujours analyser les risques et les avantages lors de l'évaluation de l'administration possible de cette drogue, de ce médicament aux patients. Je pense que nous pouvons encore utiliser cela pour nos patients, mais je pense que la recommandation est une recommandation faible. Les preuves ne sont pas suffisantes pour passer de C à B, donc on reste à une recommandation de catégorie C et toutes les autres stratégies possibles applicables à ces patients doivent être appliquées avant
de traiter le patient de cette manière. Dans nos nouvelles directives, nous avons ciblé la mise en œuvre des directives. Nous avons tiré de nombreux enseignements de la mise en œuvre dans la campagne sur le sepsis. C'était une excellente stratégie et nous pensons qu'à présent, nous avons besoin de checklists, d'algorithmes pour les traitements. Et nous pensons que chaque établissement hospitalier doit disposer d'un algorithme pour traiter les hémorragies chez les traumatisés. Nous devons observer, déterminer si cet algorithme est appliqué dans l'ensemble des établissements et il faut qu'il y ait une évaluation des résultats. Dans la campagne sur le sepsis, nous avons constaté qu'il faut travailler là-dessus et pour cela, nous avons arrêté la campagne sur l'hémorragie pour sensibiliser et pour qu'il y ait des possibilités, des idées sur la manière de créer une adhésion dans ce domaine. Donc, nous pensons que cette campagne pour... Mesdames et messieurs, j'ai donc le plaisir de vous donner une vue d'ensemble des directives en matière de